Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous partager ce que vous devez savoir pour pouvoir scaler un challenge en 2026. Au programme, on va commencer avec le playbook que j'utilise. Je vais vous partager mon écran et vraiment vous montrer chacune des étapes pour que vous puissiez voir vraiment l'interaction entre tous les éléments. Ça va vous donner une vision globale. Ensuite, je partagerai les 6 facteurs clés de succès d'un challenge. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vois beaucoup de challenges qui vont oublier un ou deux de ces facteurs et in fine ça fait un vrai flop. Ce playbook et ces facteurs clés de succès, je les sors pas de mon chapeau. Je m'appelle David Varol, j'ai une agence marketing spécialisée en webinaire et en challenge. On a accompagné plus de 30 infopreneurs et je fais partie de l'écosystème depuis un petit moment. Donc j'ai échangé avec les agences de closing, les agences Discord, avec des closers en direct, avec des personnes qui sont dans des masterminds. Et donc vraiment, je vais essayer de faire une synthèse pour que vous puissiez avoir le maximum d'infos. Ok, c'est parti. Voici le playbook au global. Là, on est sur de la vente directe, donc c'est-à-dire de la vente qui se fait directement via un bon de commande, pas de la prise de rendez-vous. Ça change quelques éléments. Au final, au lieu qu'il y ait de la vente directe, il y a un rendez-vous puis une vente. Mais voilà, l'idée c'est la même, peu importe ce que vous faites aujourd'hui. Première chose, il faut que vous ayez en tête un petit peu la chronologie. On va démarrer l'acquisition, ça peut être à J-15, J-10, ça dépend un petit peu du budget qu'on va faire. Ensuite, on va avoir la période challenge. Et après, les 30 jours qui suivent, on va être plus sur du nurturing et de l'upsell. Donc, on démarre la partie prospection. Il y a 3 types de canaux principaux. Donc Meta Ads, qui est en publicité, qui est le canal principal, qui fait peut-être 95%. Certains sont un peu sur YouTube, etc., mais c'est assez marginal. Ensuite, on a l'affiliation. L'affiliation, l'idée, c'est que quelqu'un communique sur sa base email ou sur ses réseaux sociaux. Et enfin, on a l'organique, assez classique, Instagram, tout ce que vous voulez. Les personnes arrivent sur une page d'opt-in, on a la thank you page, assez classique. La particularité sur un challenge, c'est qu'on va inviter sur une communauté type Discord. C'est un élément clé qui va permettre de créer des interactions entre les membres et avec les participants. Donc une fois qu'ils sont inscrits, on va rentrer dans une phase de warming des inscrits. Donc ça va démarrer du coup dès le jour où on démarre les inscriptions. L'idée, c'est de partager des emails de valeur tout le long. Au début, on va rediriger vers du WhatsApp. Après, à partir de J-3, on peut basculer vers du Discord où on peut faire uniquement du WhatsApp. Ça va dépendre des stratégies, encore une fois. Si on veut faire quelque chose de simple, de ligne pour démarrer uniquement le WhatsApp, ça peut le faire. Le Discord, aujourd'hui, ça fait partie quand même des bonnes pratiques. Et nous, on met en place la stratégie du marteau, c'est-à-dire que tous les inscrits vont avoir on va leur pousser des contenus pour vraiment rester en top of mind pendant la période. Ensuite, généralement, les lives, ça va du dimanche au jeudi. Pourquoi ça a été choisi comme ça? C'est parce qu'en fait, le dimanche, c'est un super. En fait, les 2 meilleurs jours pour faire des webinaires, c'est les dimanches et mardis. En démarrant le dimanche, on démarre sur un des meilleurs jours. Et on a le mardi qui arrive sur un des jours stratégiques, le 3e jour, où on commence à vraiment accélérer la vente. Et on finit le jeudi, ce qui permet après d'avoir une vente qui se termine le dimanche qui suit. Donc ça s'enchaîne très très bien. Donc voilà, live tous les jours. Pendant cette période-là, email, SMS, phone call tous les jours. Voilà, assez classique. Ensuite, on va généralement avoir le live de clôture qui est le dimanche qui suit. C'est un live bonus. Pendant cette période-là, on va envoyer des emails. Le jour même, on va envoyer des invitations pour le live de clôture. Et pendant cette période, à partir de J4 ou J5, fin du J5, on va essayer de retargeter les participants pour pouvoir les envoyer vers notre call to action, donc soit de la prise de rendez-vous, soit de l'achat. Nous, après, en général, on clôture la vente le mercredi suivant. C'est-à-dire que là, on fait une première vague au dimanche, puis après, on re-annonce sur une réouverture et on va finir le mercredi. Ensuite, ce qui est pas mal de faire, c'est à S+2 ou S+3 de mettre en place des webinaires de réactivation, parce qu'il y a plein de gens finalement qui vont venir, qui vont pas aller aux événements ou qui n'ont fait que la moitié d'une soirée, etc. C'est bien de pas trop tarder à faire un petit événement pour aller chercher en fait les fruits mûrs. Donc ensuite, les gens deviennent clients. Voilà, c'est l'étape d'après. Là, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire attention avec le challenge. En fait, comme c'est un tunnel qui est super puissant, on va vraiment chauffer les gens et il y a plein de gens qui vont passer à l'action et qui après vont se déchauffer. Donc, il faut faire attention à ça. Et bien, il faut rajouter un peu plus d'appels d'onboarding, de coaching de groupe ou ce genre de choses. Ensuite, on peut upsell les clients si vous avez un programme upsell. Donc, je dézoome. Ça, c'est un peu le playbook, toutes les étapes à avoir en tête sur
finalement la structure d'un challenge. Le premier facteur, c'est la Big ID. Pour avoir un challenge qui va attirer du monde, on a besoin d'une Big ID qui est forte. Il y a un peu deux cas de figure. Il y a le cas où vous êtes sur une niche qui, à elle seule, est une Big ID forte. Typiquement, vous faites par exemple du cake design pour les femmes. Il ne va pas y avoir besoin de dire je fais du cake design à base de citron, de tel élément, etc., etc. Le cake design pour les femmes, c'est déjà super précis. Big ID forte, c'est avoir de la nouveauté, avoir un angle précis, un angle qui se démarque. Là, dans ce cas de figure, on est OK. Après, il y a le deuxième cas de figure où, par exemple, vous êtes dans l'e-commerce. Si demain, vous faites un challenge où vous dites comment gagner 5K par mois grâce à l'e-commerce en 2026, honnêtement, je pense que personne s'inscrit. Ça a tellement été vu et revu, si on n'apporte rien, ça va pas intéresser. Donc, dans ces cas-là, comment on fait pour trouver une Big ID forte? Première chose qu'on peut faire, c'est décomposer les étapes de la méthode. Donc, si on a un e-commerce, la première étape, c'est trouver et sourcer le produit. OK. Ensuite, deuxième, ça peut être, par exemple, de construire ma boutique. Et troisième étape, ça va être l'acquisition, donc trouver des clients. Donc, un moyen de trouver ma Big ID, ça va être d'apporter de la nouveauté sur un de ces sujets. Par exemple, trouver et sourcer les produits, peut-être que voilà, aujourd'hui tout le monde est sur Alibaba, et puis moi, j'ai une méthode, une manière différente de sourcer les produits. Pour construire la boutique, aujourd'hui tout le monde est sur Shopify. Moi, par exemple, j'ai une méthode où il n'y a pas besoin de boutique. Attends, e-commerce sans boutique, ok. Ça peut, voilà. Ça peut être avec TikTok Shop, par exemple. On va en reparler juste après. L'acquisition, tout le monde est sur MetaAds. Moi, j'ai un canal, on va faire différemment avec, je sais pas, l'IA, plus euh, de l'influence d'une certaine façon, etc. Et on vient apporter de l'unicité. Donc ça, c'est une première façon. Après, il y a ce que j'appelle, moi, les nouveaux paradigmes. Donc, les nouveaux paradigmes, en gros, c'est de dire le monde est en train de changer et du coup, ça crée des nouvelles opportunités. Donc, par exemple, l'IA, ça c'est un peu la tarte à la crème. L'IA, ça fait que ça peut impacter, ça peut révolutionner peut-être toutes les étapes qu'on a vues avant. Peut-être que maintenant je peux sourcer avec certains outils, je peux créer ma boutique en 2 secondes et je peux créer un avatar qui va me générer du contenu organique et me générer des ventes, par exemple. Deuxième point, là dans ce cas-là, ça peut être des modes de consommation qui évoluent. De dire, voilà, avant, les utilisateurs des réseaux sociaux, quand ils voient une pub, ils sortaient du site. Maintenant, ils ont envie de rester sur le site. Voilà. Et donc, par exemple, vous avez la conviction que du coup, TikTok Shop, c'est the place to be. Ça peut être aussi, nous, on est ancré en France. Et du coup, on peut dire, voilà, il y a un nouveau paradigme qui vient des US. Ça, c'est un peu aussi la tarte à la crème qui a longtemps fonctionné, de dire, voilà, c'est la nouvelle méthode qui vient des US, etc. Mais peut-être qu'il faut aussi trouver des pays un peu plus exotiques. Je sais pas, moi, ça peut être la Chine, ça peut être la Corée du Sud. Ces genres de pays, Corée du Sud, je trouve que ça attire un petit peu le, la curiosité. Donc voilà, premier point, et ça c'est vraiment la base du copywriting, de tout ce qu'on veut. Comment je crée un sujet qui est intéressant, qui est nouveau, qui va donner envie aux gens de venir. Soit vous êtes dans la première catégorie où c'est assez simple, parce que vous avez quelque chose déjà de super précis. Soit si vous êtes sur une niche assez concurrentielle, et dans ce cas-là, faites ce travail-là d'apporter de la fraîcheur. Le deuxième point, ça va être la gamification. Il faut absolument mettre de la gamification dans un challenge en 2026. Alors, ça c'est simple, ça c'est tous les jours de l'événement. En fait, entre chaque jour, va y avoir un exercice à faire. Donc il y a un exo à faire et il faut le partager dans la communauté. Donc, quel est l'intérêt? L'exo à faire. En fait, ce qu'on essaye de véhiculer avec l'exo à faire, c'est vraiment, je suis à l'étape 0, quoi. Je suis ici, j'ai rien embrayé encore. Ok, j'ai fait un premier élan.
En fait, je sors un peu de l'inertie. Le fait de sortir de l'inertie sur un sujet, ça peut des fois tout débloquer. Je sais pas si ça vous est arrivé, par exemple, de vous dire, tiens, je dois organiser tel et tel élément ou je dois faire tel et tel travail. Et en fait, quand vous y pensez, ça paraît compliqué, c'est machin. Et quand vous faites la première étape, par exemple, faire une to-do, bah, vous dites, mais en fait, pourquoi je me suis stressé, pourquoi je me suis donné mal au ventre pour cet élément-là. Ça, c'est un des points. Voilà. C'est que les gens se rendent compte qu'en fait, c'est pas si dur que ça, mais il y a plein d'autres avantages, comme le fait d'avoir des premiers résultats. Ensuite, on va faire en sorte que les gens partagent sur Discord. Pourquoi bah, ça les engage quelque part. Ils vont avoir des interactions. Ils vont avoir des interactions à la fois avec d'autres participants qui vont pouvoir commenter, mais ça peut être aussi des coachs de votre programme qui vont venir interagir. Et donc, quelque part, avec la gamification, on va à la fois débloquer et casser des croyances, mais à la fois, on va faire vivre un petit bout de à quoi ressemblerait finalement si demain le prospect rejoint le programme. Troisième facteur, c'est les ads. Pour qu'un challenge fonctionne, il faut beaucoup d'ads. Alors, sauf si vous avez énormément d'organique. Mais il en faut plus que d'habitude, et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous faites, par exemple, votre Webi toutes les semaines, voilà, ça ressemble à ça. Ok. Là, peut-être, voilà, vous avez, imaginons que A, ce soit mon batch de publicité. Ok, je garde, et puis là, peut-être, je fais un petit ajustement, et puis, voilà, je passe sur B, sur un nouvel élément. Là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a pu ajuster au fil de l'eau, et donc, même si au début, par exemple, mes ads A ne fonctionnaient pas du tout, on a pu réajuster. Et j'ai pas tout mon mois où j'ai des mauvaises performances. Sur un challenge, ça ressemble plus à ça, l'activation commerciale. Donc, c'est-à-dire que à J-10, je vais lancer mes ads. Si je me rends compte qu'à J-6, elles ne fonctionnent pas, bah là, c'est un peu short pour pouvoir scripter, tourner, monter, mettre en place sur Meta. Donc en fait, on n'a pas de temps de réaction suffisant. Et comme on est sur un événement d'activation qui peut être pour 2 mois, 3 mois, bah, on a besoin d'avoir un éventail. C'est-à-dire que peut-être qu'en réalité, je sais pas, imaginons, je donne un chiffre, on aurait besoin de uniquement 30 pubs, ça serait assez raisonnable. On va avoir besoin d'une marge de sécurité, peut-être d'en rajouter 20 de plus, pour vraiment être sûr et certain qu'il n'y a pas un cas où on a vraiment très peu de créa winners. Voilà. Donc c'est pour ça, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je vais l'illustrer avec pas mal d'ads. Imaginons que ça soit toutes mes ads. Et ici, sur A, j'ai une super performance. Ok. Une erreur classique, c'est de se dire, bah ok, je vais mettre 95% de mon budget. J'exagère volontairement pour que ça puisse être clair. Je vais mettre tout mon budget en fait sur la créa A. Qu'est-ce qui peut se passer si on fait ça? Et j'ai mis du coup 5% sur le restant. Du coup là-dessus. Bah en fait, on peut se rendre compte que la créa A ne convertit pas du tout. C'est-à-dire qu'en en fait, elle va me générer un coût par rendez-vous ou un coût par vente qui va être moins. Ok. Et comme j'aurais tout alloué sur A, bah, je prends énormément de risques. Encore une fois, parce que je suis sur un événement à un moment donné. Je peux pas réactiver. C'est pas comme un Webi où je peux prendre un pari et puis si ça fonctionne pas, le Webi d'après, je sais que la A elle fonctionne pas et je peux réajuster. Là, on peut pas avoir cette logique-là. C'est pour ça qu'on doit avoir une répartition, même si imaginons voilà, la A sur le papier elle est super bonne et peut-être par exemple la E voilà, c'est un peu moins bien. On va avoir besoin d'équilibrer un petit peu tout ça pour minimiser notre risque, fait d'avoir un minimum de créa winners et en même temps de répartir le budget. Parce que la vraie créa winner, c'est celle qui à la fin te génère le plus de ventes, mais ça tu sais que à la fin d'un événement. Comme on a des cycles de répétition qui sont pas assez, qui sont trop longs, bah voilà, on est obligé d'avoir cette stratégie. Quatrième facteur, il faut absolument faire venir des clients à son challenge. Bon, pourquoi? Classique, pour créer de la confiance. Ok. Le point super important, c'est l'identification. L'erreur que je vois tout le temps, c'est par exemple la promesse, c'est tu peux faire de l'e-com et tu peux faire 5K par mois. Et là, on a Axel qui vient, qui a fait 720K sur son dernier lancement au Black Friday. Et on a Pauline qui fait 170K par mois. Sauf qu'en fait, là, nous, notre avatar, il est là. Axel et Pauline, ils sont là. Et en fait, voilà. Là, il y a un gap.
qui fait que, bah, en fait, il s'identifie pas du tout. Ce qu'il faut au contraire, c'est faire venir Paul, qui est pas fait par exemple, qui a fait 3 cas le premier mois, puis il a fait 4,5 cas le deuxième mois, et là il est à 5,2 cas sur le troisième mois. Voilà. Ça c'est inspirant, ça c'est réaliste, ça donne envie. Et puis honnêtement, euh, faire venir le top 0,1% de vos clients, en vrai c'est pas vraiment une bonne idée. Euh, les gens n'y croient pas. C'est peut-être vrai là les chiffres, mais les gens ne vont pas y croire, donc vraiment c'est à éviter. Et puis surtout, bah, les gens ne vont pas s'identifier, donc je recommande pas. Le cinquième facteur, c'est les invités. On va voir, il y a plusieurs intérêts à faire venir un invité. Premier point, c'est ceux qui ont la notoriété. Alors, la notoriété, ça va être cool parce que ça va baisser mon coût par lead. Pourquoi ça le baisse? Alors, si on fait les étapes du tunnel, là j'ai ma pub, euh, là j'ai mon opt-in, et puis bah, après les gens arrivent sur la thank you quand ils se sont inscrits. Donc le fait d'avoir par exemple un invité qu'on peut mettre sur une publicité, bah, ici ça va augmenter le taux de clic. J'aurai plus de gens qui vont cliquer. Si je diffusais à 100 personnes pour simplifier les calculs, et j'avais peut-être une personne qui cliquait, bah, si je passe à 2 personnes qui cliquent, le coût de diffusion était égal, mais ça me revient à 2 fois moins le clic. Et ensuite, de l'opt-in à la thank you, le taux de conversion, bah, il peut augmenter. Bah, encore une fois, parce qu'il y a la personne qui intéresse, qui attire la curiosité. Et deuxième point, c'est que ça peut augmenter la participation. Dans la même logique, s'il y a quelqu'un qui est intéressant, qui a de la notoriété, il y a des gens des inscrits qui vont se dire bah vas-y, let's go, je vais à l'événement. Il va participer qu'une seule fois à un événement en ligne. Alors que les infopreneurs ou les créateurs de contenu qu'on voit tout le temps, bah forcément on se dit que bah, de toute façon ils refont d'autres événements, donc il n'y a pas forcément obligé de venir. Deuxième, c'est les experts. Donc ça, c'est bah, typiquement sur l'e-commerce, vous faites venir un fondateur d'une agence TikTok, bah, c'est génial. Ça peut être complémentaire de la méthode que vous proposez, un angle nouveau, etc. Vous profitez un petit peu de leur image d'expert, ça va se répercuter sur vous, donc c'est une bonne chose. Et 3, va y avoir les histoires. Donc là, je parle pas forcément, c'est pas des clients, hein, c'est vraiment des invités. C'est des gens qui ont vécu au fond d'eux-mêmes le mécanisme unique que vous proposez. Donc le mécanisme unique, c'est très lié à la Big ID qu'on a vu plus tôt. Et qui du coup vont rendre crédibles et qui vont bah, apporter de l'émotionnel sur ce sujet-là. Donc voilà, en fonction de finalement un petit peu ce dont vous avez besoin, vous allez chercher ces éléments-là. Si vous êtes un énorme expert, voilà, mais que vous n'avez pas de communauté et vous n'êtes pas le meilleur pour faire du storytelling, apporter de l'émotion, bah, vous allez aller chercher de la notoriété, des histoires. Si au contraire vous êtes connu, vous êtes très bon en storytelling, bah, il faut aller chercher les experts pour être le plus complet possible. Ensuite, il faut des affiliés. Les affiliés, ce qui est bien, c'est que c'est un relais supplémentaire pour aller chercher des inscrits sur un challenge. Le principe, il est assez simple. Euh, c'est quelqu'un qui va avoir un Instagram ou une base de données d'email. Il va renvoyer son trafic vers une page opt-in. Cette page opt-in, elle est traquée donc, sur votre système. Et ensuite, ça va générer des ventes. Et en gros, eux, ils vont prendre un pourcentage sur les ventes. Donc, le principe, il est assez simple. Mais dans les faits, ce qui est compliqué, bah, c'est de les trouver, en fait. De les trouver et qu'ils fassent vraiment bien ce travail d'affilié. Donc là-dessus, moi, ma reco de ce que j'ai observé, c'est que le démarchage à froid, ou d'un peu des one-shots, ça fonctionne pas vraiment. Ce qu'il faut plutôt essayer de viser, c'est créer des relations au long terme, qui peuvent être des relations business. Il n'y a pas besoin de faker, c'est pas forcément de devenir pote ou quoi, mais c'est des complémentarités en fait de business, de cible, et puis ben du coup d'aller plus loin en fait en créant du contenu sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas sur des publicités, etc. Essayer d'aller chercher plus un noyau dur de 5-6 personnes qui vont pousser en même temps plutôt que d'aller chercher des gros volumes. Le septième et dernier facteur, c'est la tech. Dans un challenge, la tech, c'est super important parce qu'on n'a pas juste un événement, on a 5 événements. 5 ou plus, jour live. Et donc, on a un vrai sujet pour avoir un maximum de participation. Donc, je vais redire juste les outils classiques qu'il faut, SMS, phone call, email. On va avoir en plus, du coup, la communauté.
Discord qu'il va falloir aussi du coup connecter avec tout ça. Et en fait, sur la tech, euh, les points clés, euh, c'est un, il va y avoir plus de monde, donc il faut avoir quelque chose de plus robuste avec tous ces outils, mais notamment aussi sur le live, plus de monde, donc il faut faire attention au live. Et après, il y a le deuxième point, c'est que, encore une fois, comme on joue bah, tout un trimestre potentiellement sur un challenge, on ne peut pas se permettre le moindre bug. Si vous avez une VSL qui tourne pendant 3 mois et, je sais pas, pendant une journée ou une demi-journée, elle ne fonctionne pas, c'est OK. Vous perdez 1% du CA. Par contre, si vous avez un bug sur la technique lors du challenge, vous pouvez perdre, je sais pas, peut-être X% de votre CA sur tout le trimestre. Et donc, il y a besoin de faire un peu, j'appelle ça de la sursécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être OK avec un petit risque. On doit vraiment sécuriser. Et donc, pour ça, ce qu'il faut mettre en place, c'est des backups. Tout simplement. Des backups sur tous les points les plus critiques. Prévoir des backups si vous avez votre outil A, si on va dire si c'est OK, bah OK. Et puis si c'est comme ça, bah en fait ça renvoie avec l'outil 2. Voilà. J'essaie de faire un schéma, mais vous voyez l'idée. Donc ouais, la tech sur un challenge, c'est vraiment essentiel pour maximiser le taux de participation et puis bah, pour avoir des backups parce que tu peux pas te permettre un gros problème technique sur un événement qui représente autant du chiffre d'affaires. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé le playbook et tous les facteurs clés de succès. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit commentaire. Ça me fera super plaisir. Si vous voulez échanger avec moi d'un projet challenge, que ce soit un tunnel que vous avez déjà ou vous envisagez de lancer, vous pouvez m'écrire sur Instagram @IamDavidVarol. Je me ferai un plaisir soit de vous partager le playbook, soit de vous faire des recommandations. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et voilà. Merci beaucoup. Salut.